Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime à 46% la proportion de Congolais entre 0 et 14 ans et à 51% celle entre 15 et 64 ans. Les jeunes représentent environ 60% de notre capital humain national. Cette jeunesse, pourtant débordante d'énergie, constitue le potentiel le moins exploité de la RDC. Le pays compte des jeunes femmes et des jeunes hommes qui chaque jour caressent le rêve d'une vie meilleure, dans un pays pacifié, jouissant de ses innombrables ressources naturelles. La RDC, pays au centre de l'Afrique, est ce scandale géologique, écologique, agricole, scientifique et encore. Une terre bénie, mais qui peine à trouver sa voie. Malgré l'ampleur des défis, les Congolais ne désespèrent pourtant pas. Et c'est dans cet océan d'espoir que vient s'inscrire Jeunes pour Jeunes. Jeunes pour Jeunes est un programme télévisé qui se veut un cadre de réflexion, de perspective et d'action au service de la jeunesse congolaise. Quel pays voulons-nous voir émerger demain? Quelle stratégie mettre en œuvre à cet effet pour assurer une éducation et une instruction de qualité à chaque citoyen congolais? Quels instruments d'encadrement pour ceux qui n'ont pas accès à une formation classique? Quelle stratégie pour réajuster, améliorer, redorer la formation supérieure et universitaire face aux enjeux de l'heure? Quelle politique de l'emploi adopter pour résorber le chômage endémique chez les jeunes Congolais? Quels moyens rendre disponibles pour préparer, outiller notre jeunesse au regard des défis colossaux et des potentialités environnementales importantes aujourd'hui? Voilà autant de questions qui constitueront l'économie de nos échanges, de nos débats. Nous encourageons des discussions franches, ouvertes, qui tiennent compte de nos réalités. Nous voulons réunir femmes, hommes, vieux et jeunes pour envisager ensemble les pistes de solutions à la crise multiforme qui affecte notre jeunesse. Nous voulons, dans cet élan participatif, citoyen et patriotique, établir une plateforme où se croiseront les Congolais, toutes générations confondues. Promouvant des échanges intragénérationnels entre jeunes et intergénérationnels, vieux et jeunes. Ensemble, nous pouvons nous accorder sur les voies et moyens qui porteront la RDC vers l'orbite d'un développement durable, des efforts qui la placeront au centre de l'économie mondiale. Pour cette première émission, nous nous étendrons sur la part de la jeunesse congolaise dans l'édification de la nation, son histoire, son parcours, ses ambitions. Nous nous efforcerons de situer le jeune Congolais face à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays. Pour en parler ce soir avec nous, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, à ma gauche, le professeur Ndaïwel, qui est historien, à ma droite, Madame Mania Riche, qui est chef d'entreprise, à l'extrême gauche, Monsieur Alkitenge, stratège, et à mon extrême droite, Monsieur Dandy Matata, un jeune cadre. Je vais demander à nos participants de me dire, d'après eux, quelle est la mutation que notre société, que le jeune Congolais, a subie du départ de la société traditionnelle à la société que nous avons aujourd'hui. Je vais commencer par un jeune, Monsieur Matata. Merci beaucoup. La question a un certain penchant historique. Je ne suis pas spécialiste des questions d'histoire. Pour ça, je vais laisser le professeur Ndaïwel, qui a commencé à écrire des livres sur l'histoire du Congo avant que je ne sois né. Pour ma part, je rappellerai d'abord la prépondérance démographique de la jeunesse. Les enquêtes démographiques et sociales nous renseignent que la jeunesse, c'est la majorité de la population active, donc la cheville ouvrière en RDC. Et ceci en droite ligne des pays, de la majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Mais le constat, force est de constater, quand on regarde la jeunesse congolaise, que nous sommes en fait, en tant que jeunes, l'illustration la plus probante d'un échec collectif. Oui, nous avons échoué. Depuis que le Congo est Congo, j'estime que la jeunesse est l'exemple même de l'échec collectif en disant que nous sommes le résultat des choix douteux des générations qui nous ont précédés. Alors je ne tombe pas dans ce débat
de conflit générationnel, mais tout simplement de constater que les générations qui nous ont précédés ont échoué dans leur mission de penser le Congo, non comme un chantier forcément, mais en plus du côté chantier comme un projet qui devrait être réfléchi, un projet qui devrait être projeté dans le temps, de sorte à ce que les générations présentes travaillent comme dans une course de relais pour passer, disons, enfin le relais aux générations d'après. Ce n'est pas pour dédouaner la jeunesse, je vais tout de suite atterrir, parce que la jeunesse aussi a été quelque part à l'avant-garde des principaux changements sociaux dans ce pays, mais c'est juste pour lancer ce débat-là et d'avoir une discussion décomplexée, intergénérationnelle, et nous espérons que dans le cadre de cette plateforme Jeunes pour Jeunes, on pourra avoir ce genre d'échange, tout en rappelant que la jeunesse, au-delà d'être ce constat d'échec, c'est aussi une cuvette d'espoir. C'est aussi, je dirais, un plein de potentiel qu'il nous faut penser et capitaliser. Vous dites bien des choses, mais je retiens que échec collectif, c'est quand même énorme. C'est presque rejeter toute la responsabilité à ceux qui nous ont précédés. Je vais me tourner vers le professeur pour essayer de comprendre un peu dans quelle perspective exactement par rapport à vos travaux. Je commencerai par dire que je ne sais pas quand est-ce que j'ai vraiment cessé d'être jeune. Et je ne sais pas non plus quand est-ce que vraiment j'étais jeune. J'ai l'impression que j'ai toujours été adulte. Bon, mais je commence d'abord par la première réflexion. Je pense que nous devons, quelque part, pas toujours imaginer que le monde traditionnel est quelque chose de passé et que nous sommes dans un autre monde. Non. Le monde traditionnel existe au présent, parmi nous. Et c'est une erreur que nous faisons fréquemment lorsqu'on parle des ancêtres. Quand on voit des villageois, on dit voilà, ce sont des ancêtres. Mais non, ce sont des contemporains, exactement comme nous. Donc il y a là déjà un premier élément. Mais ceci dit, pour revenir à ce qui a été dit, je commencerai d'abord par dire toute mon admiration pour les jeunes aujourd'hui, parce que je trouve que les jeunes font des efforts immenses pour, je dirais, pour se débrouiller, pour reprendre le terme qu'ils utilisent fréquemment. Quand on voit d'abord les conditions difficiles des études, et quand on voit presque partout les étudiants combiner tout cela avec des efforts personnels pour la survie, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je pouvais mettre un bémol, c'est que ce qui me paraît nouveau, c'est que les jeunes sont probablement trop conscients d'être jeunes. Et je pense qu'ils se complaisent un peu dans cet élément. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que je ne sais pas trop quand est-ce que j'étais ceci ou cela. Je pense que des personnes comme le président Mobutu, etc., c'est plus tard qu'on leur a dit « Ah, vous avez pris le pouvoir à 30 ans. » Mais je pense que quand il a pris le pouvoir, il ne se savait pas jeune. Donc, je peux donner mon exemple aussi. J'ai commencé ma carrière de professeur d'université. C'est aujourd'hui qu'on me dit « Ah, vous aviez 29 ans. » Ah, j'étais professeur à 29 ans, ça a l'air formidable. Mais je n'y pensais pas. C'est comme ça. Donc, quelque part, je voulais faire ce bémol parce que dans notre vie traditionnelle, le jeune, c'était l'auxiliaire de l'adulte. Et son compagnon, c'est le garçon qui accompagnait son père à la chasse, qui portait le filet de chasse, quoi, et la jeune fille allait à la pêche avec sa maman. Voilà, donc c'était cela. Et l'ambition d'un jeune, c'est devenir adulte. Et donc, vous prenez un exemple simple. Il y a une fête, vous arrangez des tables.
Si vous ne faites pas attention, il y a un petit garçon qui va s'asseoir à la place d'honneur. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Donc on doit le chasser. Mais non, c'est pas vous. On attend un tel monsieur. Donc parce que le petit, son ambition, c'est d'être adulte, d'être pris au sérieux comme adulte. Donc c'est le bémol que je mettrai, parce que je ne pense pas qu'il faille trop se complaire dans le fait d'être jeune. Nous avons vu de notre génération des étudiants, ce n'est plus possible aujourd'hui, des étudiants prendre en charge les frais de scolarité de plus jeunes, etc., par la bourse d'études qu'ils avaient. Donc ça montre très bien qu'on devient responsable très tôt, déjà quand on est jeune. Et on perd un peu de vue, je dirais, ce clivage de dire jeune, adulte, adulte, jeune. Ok. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le jeune, tel que nous le considérons aujourd'hui, par rapport au rôle social qu'il a, il n'est pas tellement jeune, il n'a pas les responsabilités qu'ailleurs on accorderait à un jeune. Par rapport à ça, Madame Riche, j'aimerais que vous essayiez de nous situer en ce qui concerne, de nous expliquer qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui doit faire pour s'intégrer dans la vie économique du Congo. Oui, merci pour la question. Avant de répondre à cette question, je pense que c'est important de situer un petit peu la jeunesse. Le prof a déjà entamé la chose. Et j'ai envie de dire que le conflit générationnel date depuis la nuit des temps. Et quelque part, toujours, ça peut remonter à nous. On peut aller à nos parents, probablement à nos grands-parents. Vous rencontrerez toujours ce conflit générationnel qui consiste à un moment donné, après la première socialisation, la socialisation primaire, comme on dit, qui se fait au niveau de la cellule familiale, il y a aussi cette socialisation secondaire qui fait que le jeune s'y situe dans un environnement, dans un contexte. Et après, vous avez des gens qui, justement, pendant leur jeunesse, marquent l'histoire. On peut déjà remonter à Kimpavita, si on parle du Congo, qui a été une dame extraordinaire, qui a marqué son temps justement par ce désir de progrès et de changement. On peut aussi aller après, elle a inspiré des personnes comme Kimbangu, qui eux, à leur tour, ont inspiré le changement chez des gens comme Lumumba et Kasavubu. Et tout ce monde n'avait pas 35 ans quand ils ont commencé leur lutte pour le changement. Donc, quelque part, on peut, sans se tromper, dire que la jeunesse est véritablement l'acteur du changement dans une société. Parce que c'est encore dans cette jeunesse qu'on se permet et qu'on veut se projeter dans un avenir. Et quelque part, une nation cesse d'exister quand elle cesse de rêver. Et en même temps, c'est le présent qui fait qu'on arrive à réaliser ses rêves en retenant les leçons du passé. Donc, c'est cette espèce de dynamique qui fait qu'une nation et un État progressent. Et c'est ça le malheur. Souvent, on se rend compte que les pays, les États qui restent dans le dernier peloton, ce sont ceux qui se concentrent peut-être à discuter politique, économie, mais qui manquent criamment une stratégie qui est capable d'assurer cette relève. Et c'est un petit peu, à mon avis, là où on devrait situer le débat. Vous l'avez dit tout à l'heure, la majorité, ici au Congo, comme en Afrique, est composée de jeunes. 60% du Congo est composé de jeunes. Est-ce qu'on se rend compte de cette force-là? Et ensuite, on ose se dire à nous-mêmes qu'on est une génération perdue. Maintenant, si je m'intègre parmi les jeunes, même si je ne le suis plus. Mais c'est une façon de, quelque part, complètement mettre aux yeux du monde entier notre échec. Et là, j'ai envie de te rejoindre. Comment on n'a pas à assurer
ce sentiment d'appropriation de la jeunesse dans ce pays pour dire que c'est eux le moteur du changement. Je vais peut-être revenir à vous parce que je n'ai toujours pas encore entendu au niveau du secteur économique comment s'intégrer. On y viendra, mais c'est une introduction parce que c'est en même temps une interpellation. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Kitenge, on parle d'échec collectif, on parle de la jeunesse auxiliaire de l'adulte, on parle de la jeunesse cuvette d'espoir. Quel est votre sentiment par rapport à ça, tous ces qualificatifs? Au niveau des valeurs, ils ont été truandés. Et on le remarque malheureusement dans leur manière de se déployer dans la société quand ils atteignent l'âge de la maturité. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous regardez notre système d'enseignement, il n'est pas nécessairement orienté vis-à-vis des défis mondiaux. Par exemple, toute la question de l'intégration informatique, nous sommes largement en retard. Et du coup, de manière individuelle, ils se battent pour essayer de se rattraper. Et c'est dans ce désordre-là qu'aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Alors, lorsqu'ils parlent de leur intégration dans la communauté, ils ne regardent même pas que, en fait, un certain nombre de difficultés sont collectives. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes réclament du travail. Ils disent que le chômage des jeunes est très élevé. Non, le chômage tout court est très élevé. C'est ça la réalité. Ils veulent s'isoler. Ils ont raison de faire de la réclamation, mais ils ne peuvent pas s'isoler dans une communauté qui vit ensemble. Il est donc important qu'on se rende compte qu'on a une nation, il faut la définir, il faut lui donner des fondamentaux et il faut être à mesure ensemble de recréer un véritable besoin de vivre ensemble. Il faut être à mesure de se projeter dans l'avenir sans rupture. Et là-dessus, je rejoins le professeur qui dit qu'il ne se souvient pas à quel moment il a arrêté d'être jeune. Et je pense qu'il est important que nous ayons cette capacité d'avoir une citoyenneté non seulement qui ne demande que des avantages, mais une citoyenneté de responsabilité. Ok, on parle de citoyenneté, on parle de dialogue intergénérationnel, mais notre société telle qu'elle est conçue. Vous avez mentionné l'intervention d'Internet, mais aussi aujourd'hui il y a bien d'autres concepts comme le concept genre qu'on mentionne. Comment est-ce que vous pensez, la question est lancée à chacun de vous, comment est-ce que vous pensez que nous allons intégrer cette donne en tant que jeunes, dans jeunes au sens large que vous avez défini ici, comment est-ce que vous pensez qu'on va intégrer cette donne dans les défis que nous devons relever aujourd'hui? Je peux prendre la main. Ça fait continuité, mais je vais tout de suite donner la parole au professeur ou à quelqu'un d'autre qui voudrait la prendre. Je pense que la question de la compétitivité des nations est remise tout de suite au niveau de la compétitivité des individus. Lorsqu'on donne tous les indicateurs comparatifs, par exemple, lorsqu'on parle du PIB par tête d'habitant, les femmes sont dedans. Les jeunes et les vieux sont dedans. Donc, si nous avons des individus compétitifs, nous avons beaucoup de chances d'avoir une nation compétitive. Et il est ridicule de notre part de prendre 51% de notre population et l'isoler, et après nous voulons être compétitifs ensemble. Ce n'est pas faisable. Et 51%, ce sont les femmes. Je comprends. Merci pour cet apport. Professeur, quel est votre... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la structure traditionnelle. Très souvent, dans nos échanges avec d'autres personnes, on a tendance à pointer du doigt le fait que nos sociétés traditionnelles ne promouvaient pas la femme. Je viens d'une société qui ne se retrouve pas dans ce contexte-là. Mais vous qui avez étudié un peu ces choses, comment est-ce que vous le présentez ou vous l'expliquez, ce nouveau challenge auquel nous devons faire face? Qu'on parle de la situation de la femme dans le monde traditionnel. Mais je voudrais d'abord faire la continuité sur le problème de la jeunesse. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous devons tenir compte de la diversité. Même dans une société comme la nôtre, congolaise, il y a une diversité. D'abord, la limite même de la jeunesse et le début de l'âge adulte, c'est une question qui se pose. Moi, je peux me rappeler, tout gamin, lorsqu'on était fatigué, le professeur, qui était blanc, s'amusait avec nous en nous racontant des petites histoires et nous demandait de lui poser toutes les questions qu'on veut. Alors, l'un de nous posera la question, mais vous avez quel âge?
il dira qu'il a 30 ans. Et toute la classe a rigolé, comme il est vieux. Parce que nous avions tous 9, 8, 10 ans, on n'avait jamais entendu parler. De 30 ans, ça avait quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, on dit 60 ans, c'est rien du tout. 50 ans, c'est rien du tout. Mais il fut un temps où c'était considéré comme très vieux. Et nos vieillards dans les villages, probablement, certains n'ont que 40 ans. Hein. Donc voilà un élément de diversité. L'autre élément de diversité, c'est certainement nos familles. Nous avons dans l'ensemble beaucoup de ce que nous appelons les antivaleurs. D'accord. Mais fort heureusement, il y a encore parmi nous des familles où les enfants sont bien tenus. Mais évidemment, il y a l'atmosphère générale. Et l'atmosphère générale veut que pour tout, il faut non seulement la corruption, mais il faut surtout la recommandation. On ne comprend pas qu'il y ait une réussite où il n'y ait pas de recommandation. Et on ne peut pas croire que c'est à la suite d'un effort qu'on arrive à un résultat. On dira par exemple, si vous avez écrit des livres, sûrement parce que vous êtes occultiste ou vous êtes dans voilà, on ne peut pas croire que c'est l'effort personnel. Si vous êtes arrivé à tel niveau de vie, voilà, vous êtes un commerçant florissant, c'est pas naturel. Il y a derrière ça quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Donc voilà, il y a, je dirais, des fausses vérités qui circulent parmi nous et qui font que nous prenons ça pour acquis. Et nous nous limitons, nous sortons des efforts qui doivent être faits. Parce que je n'oserais pas dire grand-chose sur la femme, mais je vais quand même dire que on doit être honnête et reconnaître que dans notre société, la femme n'a pas été aussi esclave comme on le dit. La preuve est que on a parlé de Kimpavita qui avait 18 ans, mais on peut citer toutes les reines que nous avons eues dans nos différentes sociétés, des reines. Et dans plusieurs ménages, c'est la femme. Surtout que la grande partie de nos populations, tout le sud, nous sommes dans la grande région, les grandes régions de la famille matrilinéaire. Des familles matrilinéaires, la femme avait sa place aussi, et même ailleurs. Même l'accès à l'école. Pourquoi est-ce que la plupart de nos intellectuels, surtout les premiers, étaient des hommes, pas les femmes? Une des raisons est que les familles étaient prêtes à sacrifier les garçons. Allez, on ne sait pas ce que se passe là, on peut envoyer le garçon. Mais la femme, la fille, certainement pas. Donc ce qui est précieux, c'est plutôt la fille et pas le garçon. Et même, ça va peut-être vous surprendre et peut-être vous scandaliser, on envoyait même de préférence des garçons d'origine esclave plutôt que le garçon qui est le fils du chef. Surtout pas le fils du chef. On va donner au missionnaire le fils de l'esclave pour l'instruction. Donc, ce n'est pas étonnant donc que nos premières élites qui vont prétendre évidemment être d'origine glorieuse sur le plan traditionnel, ce n'était pas toujours le cas en vérité. Donc voilà ce que je peux vous dire en bref à ce sujet, mais le sujet est tellement dense que c'est probablement l'objet d'une autre émission. Effectivement, on essaie de le recadrer. Alors j'aimerais avoir la perspective d'un jeune, au sens très étroit du terme, quelqu'un qui aujourd'hui subit, comme vous l'avez dit, l'échec collectif. Quelle est la place que vous avez remarqué qu'on accorde aux femmes, Monsieur Matata? Alors, au risque de passer pour un anti-féministe ou un sexiste,
Mon point de vue est assez radical sur la question. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Si on veut construire une véritable société d'excellence, il faut qu'on arrête de nous servir cette soupe populiste d'égalitarisme universaliste à deux balles. Excusez-moi. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait autant de femmes au Parlement que d'hommes, autant de femmes dans les conseils d'administration. Est-ce que les femmes doivent être au Parlement juste parce que ce sont des femmes? Il faut résoudre les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est peut-être les contraintes spécifiques auxquelles les femmes font face pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes. Mais cet égalitarisme à tout vent, je pense que c'est un danger pour la société dans le sens où on va inculquer à la jeune femme ou à la femme l'idée selon laquelle elle a été marginalisée, une victimisation à outrance qui finalement n'est pas en phase avec ce besoin de construire une société d'excellence. Pour moi, c'est la méritocratie. Homme ou femme, le critère de base de toute sélection ou de toute promotion sociale, c'est la méritocratie. C'est vrai qu'il y a peut-être des goulots d'étranglement culturels qu'il faut tempérer par les éléments très pertinents que le professeur a soulevés, des éléments culturels qu'il faut prendre la peine de rappeler. Mais juste un constat, c'est qu'on fait de l'égalitarisme à tout vent et on sacrifie l'idée d'excellence à laquelle je suis profondément attaché. Ok, merci. Oui, Madame Riche, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi j'irais presque, pourtant je suis une femme dans le sens de Monsieur Matata. Et je voudrais dire d'ailleurs aux femmes qu'il ne faut pas s'attendre à un attendrissement. On est véritablement dans un marché de conquête du pouvoir en termes féminins. Et les hommes ne vont pas nous donner la place si on ne la prend pas. Le pouvoir s'arrache, comme on dit. Et que ça soit clair. Et donc... rentre ici la dimension justement de méritocratie. La plupart des femmes disent que pour arriver à un poste de commandement, elles ont dû travailler 2 fois plus que les hommes et en même temps, ça suffisait toujours pas. Mais celles qui sont arrivées, elles y sont arrivées, donc c'est possible. Mais il faut savoir que ça reste une lutte de la même manière, et c'est pour ça que je voudrais même faire la similarité vis-à-vis des jeunes, arrachez votre pouvoir. C'est véritablement... On ne va pas nous le donner sur un plateau d'or, d'argent, on ne le fera pas. Il y a des sociétés beaucoup plus égalitaires, je pense notamment aux sociétés scandinaves aujourd'hui, mais ça fait partie d'une lutte et parce qu'elles ont pris quelque part à un moment donné à bras le corps leur combat, et il y a des hommes évidemment qui ont voulu suivre ce combat, et ça c'est très important. Et petit à petit, je pense que la société, surtout grâce peut-être justement aux jeunes, et à la modernité. Monsieur Hall a parlé de la mondialisation. Donc il y a une sorte d'ouverture qui commence à se créer et qui fait qu'on veut bien aller regarder ce qui se passe chez l'autre. Et ça reflète évidemment aussi notre façon de voir le monde et notre environnement. Et donc il faut quand même avoir l'espoir de penser que ça va petit à petit s'améliorer. Et en termes d'emploi, pour revenir à l'aspect économique, vous n'êtes pas sans savoir tous que les jeunes, selon les statistiques, 70% du chômage aujourd'hui, c'est chez les jeunes. Et pourtant, ils sont 60% de cette force de travail et on ne leur donne pas la possibilité de prouver ce dont ils sont capables. Et dans ces 70% de chômage, eh ben, il y a 90% de l'activité du Congo, c'est au niveau de l'agriculture. On oublie souvent de cet aspect-là. On est une population rurale. Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes, mais on a des tas de terres et on ne met pas en place des politiques suffisamment prometteuses, à l'heure actuelle en tout cas, pour pouvoir justement absorber ces jeunes qui se trouvent majoritairement en milieu rural. Mais vous serez étonnés aussi qu'en même temps, le taux de chômage dans les milieux urbains, en tout cas selon les statistiques officielles, est plus élevé que dans les milieux ruraux. Parce qu'il y a une occupation. Il y a cette notion de la famille où le père, les enfants font ce que le père font et donc ils sont agriculteurs, ils le sont toujours. Le problème se pose souvent lorsqu'on vient dans les milieux ruraux et que, comme la plupart des jeunes que je vois ici dans le plateau, on a étudié, on aspire à devenir autre chose que ses parents, au moins quelque chose de positif. Aujourd'hui, les statistiques disent qu'on étudie à peu près 2-3 ans de plus que ses parents, ce qui est déjà positif. Ça montre qu'on va vers de l'avant, mais on se retrouve donc après une licence au chômage,
Et on se rend compte, moi qui suis dans le secteur de l'emploi, on se rend compte qu'après 5 ans d'études laborieuses, eh ben, il n'y a pas... Eh ben, vous vous retrouvez sans emploi parce que tout d'un coup, vous avez un employeur qui vous dit « mais votre diplôme ne correspond pas à ce que je recherche ». Et c'est là qu'on se dit « mais qu'est-ce qui se passe dans la société, quoi ? Comment on peut laisser des jeunes étudier 5 ans pour s'entendre dire ça et ils finissent par la suite vendre des sims sur la route alors qu'ils ont fait 5 ans d'études parce qu'on leur dit que votre diplôme ne correspond pas à ce que l'employeur recherche. Ce qui veut dire que dans le système éducatif, on ne s'est pas renouvelé suffisamment, on est resté conservateur, et ça, ne vous en faites pas, ce n'est pas qu'au Congo, ça arrive partout dans le monde, ce conservatisme au niveau du savoir. Mais les États, comme les États-Unis et autres, qui ont réussi le mieux, c'est ceux qui ont mis en place des programmes qui permettent une meilleure adéquation entre le marché de l'emploi, donc l'employeur, et ce qui ressort sur le marché de l'emploi comme produit. Il y a beaucoup d'économistes dans ce pays. Il faut quand même à un moment donné se remettre en question. C'est un petit peu ça. Je pense qu'on va pouvoir continuer et les autres vont me compléter. Madame Riche, en tout cas, l'adéquation entre le marché de l'emploi et l'offre de la jeunesse fera l'objet d'une émission à part. On reviendra en long et en large là-dessus. Mais j'aimerais revenir à l'égalitarisme. On a parlé tout à l'heure, M. Matata a mentionné l'égalitarisme à tout vent, au profit de la femme. Il a également parlé du favoritisme de la jeunesse par rapport à l'emploi. Comment, en tant que stratège, comment percevez-vous ces concepts-là? Je suis content que vous me posiez la question et je brûlais d'y répondre. Je suis très choqué d'entendre ce que j'entends de l'autre côté de la table pour une simple raison, parce que moi je ne peux pas comprendre que quand vient le moment de parler des femmes, on leur exige l'excellence, alors qu'on vit dans la médiocrité permanente et les résultats que nous avons sont les résultats de la médiocrité et ce sont les hommes. Je pense simplement qu'il est inacceptable d'aller dans la confiscation au prétexte que si l'autre veut accéder aux charges et aux commandes de la communauté, il faut qu'il soit excellent alors que soi-même on ne l'est pas. J'ai ce premier problème que je voudrais qu'on résolve. Le deuxième problème, c'est la confiscation politique de toutes les armes de gestion. Je donne un exemple simple. Pour diriger une grande entreprise publique dans ce pays, il faut appartenir à une classe politique. Il s'agit des questions de gestion et on se rend bien compte qu'ils sont catastrophiques au niveau des résultats qu'ils donnent et ils ne se remettent pas en question. Aujourd'hui, même quand vous êtes professeur d'université, pour devenir recteur, il faudrait que vous soyez de l'obédience politique de ceux qui dirigent. En fait, cet envahissement et cette confiscation complètement inacceptable est une des bases de notre échec collectif auquel faisait référence Matata tout à l'heure. Et donc, je voudrais dire, il faut arrêter avec la confiscation. Nous devons être une société ouverte, nous devons être une société apprenante. Si nous n'apprenons pas de nos échecs, on n'avancera jamais. OK. Ça n'apporte pas, c'est un bon élément, mais ça n'apporte pas vraiment une réponse au problème du retrait des jeunes par rapport, de l'opposition des jeunes par rapport aux plus âgés. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette perspective, c'est également comment intégrer, on l'a mentionné tout à l'heure, comment intégrer l'aspect rural. On subit un exode rural important dans notre société. L'agriculture est censée être un moteur de développement avec tout ce dont on dispose comme ressources. Comment est-ce qu'on peut motiver les jeunes à se tourner vers un secteur qui, en fait, n'a pas d'avenir, mais est déjà à l'avenir? Je vais répondre rapidement et je vais passer la parole aux autres. Très simple. Nous sommes un pays qui a 80% de sa population dans le milieu rural. 80% du budget de l'État consommé en milieu urbain. Et spécifiquement sur 4 ou 5 villes. Le Premier ministre Muzito l'a démontré de manière assez claire à l'époque. Mais regardez bien la faute. Elle est dans un phénomène que l'on appelle osmotique. Ça veut dire qu'en fait, la chaleur est l'opposé du froid, mais le froid, c'est en fait simplement l'absence de chaleur.
l'immigration ou la migration interne à laquelle vous faites référence est liée simplement à l'argent. On arrose tout l'argent dans le milieu urbain, tout le monde vient là où il y a l'argent, c'est aussi simple que ça. Les braves des milieux ruraux viennent en milieu urbain. Ok, et je voudrais dire une autre chose, et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est que si on désire aujourd'hui que nous ayons une impulsion au niveau rural, il faut arroser le rural avec des politiques publiques ciblées. Entre autres, les meilleurs d'entre nous devraient être semés là-bas et l'argent devrait être envoyé là-bas. Ok. Je vais passer la parole aux autres, mais vous ne m'avez pas dit exactement ce que... Est-ce que les jeunes doivent rester assis et attendre que l'État déverse ces fonds? Que peuvent-ils faire? Il y a quand même une infime part de responsabilité, pas de responsabilité, mais il y a un infime apport que la jeunesse pourrait, pour enclencher l'émergence ou pousser les pouvoirs publics. Il ne faut pas être hypocrite. Nous sommes une nation sérieuse, nous devons être responsables. Les meilleurs enfants des milieux ruraux, ils viennent en ville. Ils viennent là où il y a l'espoir. Il y en a qui naissent et qui meurent avec leur football dans les jambes, ils n'ont jamais botté dans une balle. Il y en a qui naissent et qui meurent avec leur intelligence, ils n'ont jamais été exposés à un professeur sérieux. Et c'est totalement inacceptable de penser qu'on peut leur demander de rester là, ou on peut penser faire la migration inverse sans que ça ne réponde à des politiques publiques précises. Ok, merci. Monsieur Matata? Je vais peut-être rebondir d'abord sur le premier élément de M. Alkitenge, qui, d'une certaine manière, prend la voie, le chemin contraire de ce que j'ai dit. En fait, moi personnellement, je n'ai pas fait l'apologie de l'homme dans la société. Je constate tout simplement qu'on a une tendance à faire de la surchauffe du discours féministe. Pour moi, l'excellence, elle n'a pas de dérogation. On doit être excellent. Nous devons créer une société d'excellence. Ce n'est pas parce que les hommes ont été médiocres dans le passé et le sont peut-être aujourd'hui que les femmes ont le droit de l'être pour que ça fasse un partout. Sinon, c'est la société de la médiocrité, vous conviendrez avec moi. L'excellence, l'excellence n'a pas de sexe, absolument. Donc, il faudrait, à mon avis, qu'on porte aussi ce discours-là, sans nier qu'il y a effectivement des contraintes qui, au niveau de l'égalité des chances, tendent à faire partir la femme en position de retard par rapport à l'homme. Mais j'aimerais rebondir aussi sur un élément, plusieurs éléments qui ont été soulevés ici, qui sont pour moi tout à fait fondamentaux. Monsieur Alkitenge, le professeur Ndayouel et Madame Riche ont parlé de la formation, de l'éducation, des compétences, chacun de sa manière. En tant qu'économiste, c'est ça que moi j'appelle l'économie de la connaissance. C'est pour moi l'opportunité de capitaliser ce potentiel que la jeunesse, l'économie de la connaissance. Dans les années 80, un pays comme la Corée du Sud avait le même PIB par habitant que la Somalie. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aujourd'hui, par habitant, le Sud-Coréen est plus riche que le Luxembourgeois. Ouais, c'est une réussite fondamentale, alors qu'ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas de diamants, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur cerveau. C'est le moment... Et vous conviendrez avec moi qu'au niveau physiologique, c'est la jeunesse qui est le moment, je dirais, particulier pour apprendre, pour acquérir des connaissances. Les connaissances, elles ne se perdent pas. J'ai une connaissance, je vous la donne, ça fait... Je multiplie la connaissance. Alors que si j'ai une montre, un bien ou du diamant, je vous le donne, ça fait 0 pour moi et ça fait 1 pour vous. C'est un jeu à somme nulle. Alors que les connaissances, c'est toujours un jeu à somme positive. Ce que je vous donne comme connaissance, vous le gardez pour vous et moi, je garde cette même connaissance. Je pense qu'il faudrait qu'on aille vers ce genre de modèle-là et profiter, comme M. Kitenge a dit, de ces changements, de ces bouleversements technologiques pour véritablement, je dirais, profiter ou capitaliser ce boom d'énergie qu'est la jeunesse. Juste un petit exemple pour finir. On a le droit de rêver aussi. Quelqu'un comme Steve Jobs et ses amis, dans un garage, très jeune, ils n'avaient pas 30 ans, ils ont inventé le personal computer. Aujourd'hui, Apple, la société qu'ils ont fait, a de la trésorerie. Je parle de la trésorerie qui vaut l'équivalent de à peu près 2 fois le PIB du Portugal. C'était des jeunes, ils n'avaient pas de diamants, ils n'avaient pas besoin de coltan, ils avaient juste besoin de la matière grise. Je pense que mon point, c'est le péché, il est originel, en fait. On n'a pas pris le temps, les générations qui nous ont précédés n'ont pas pris le temps de penser le Congo. La formation politique, l'ambition politique a précédé la pensée politique, la pensée sociale, la pensée industrielle, la pensée
intellectuelle, tout simplement. Il y a une espèce de vacuité au niveau intellectuel. On veut du concret, on veut du tout de suite maintenant, on veut du court-termiste à tout vent. Je pense qu'on doit se remettre en question. Et la jeunesse, cette jeunesse qui a accès à Internet aujourd'hui, cette jeunesse qui essaie de se former, cette jeunesse qui se débrouille, comme le professeur a dit, c'est une opportunité que nous devons absolument capitaliser. Donc, sans contredire ce qui a été dit, voilà ma petite contribution. Professeur ? Oui, j'aimerais compléter toutes ces réflexions qui me paraissent très, très, très pertinentes. Très pertinentes. Je commencerai par relever ce que M. Kiteng avait dit. Donc, en fait, s'agissant de ce qu'on peut appeler les difficultés que nous avons de ne pas reconnaître toutes les valeurs, il n'y a pas que la discrimination évoquée, mais il y en a bien d'autres. Vous avez évoqué la discrimination de type politique, mais il faut aussi parler de la discrimination d'ordre régional, parce que ça, c'est permanent. C'est permanent. C'est de dire, ah oui, mais il est d'où exactement? Donc, il n'a pas sa place ici. C'est autant d'éléments qui sont, je dirais, des pesanteurs. Mais j'ai bien aimé l'insistance de Matata sur la formation. C'est que, en fait, quand on parle de la jeunesse, il faut d'abord commencer par la formation, l'acquisition du savoir. Parce que, généralement, nous faisons presque l'impasse là-dessus. Nous passons très vite. Voilà, l'enseignement n'est pas bon, le système à revoir. Mais d'abord, les éléments de base. Nous avons cette difficulté, en tant qu'enseignants, de demander aux jeunes d'accepter la loi de l'effort. Mais également d'accepter le principe de l'échec. Ça existe. Si vous avez échoué, ça ne veut pas dire que vous ne valez rien. Mais ça veut dire qu'il y a eu un problème, vous devez faire un effort. Ça, on n'accepte jamais. Lorsque vous dites à un étudiant qui n'a pas réussi, c'est un problème. Vous avez des coups de téléphone de tous côtés, des parents, etc., pour dire non, pourquoi il n'a pas réussi. Donc, je pense qu'il faut revenir aussi sur cet élément capital. L'insistance sur l'agriculture et le problème finalement de l'exode rural est lié à plusieurs phénomènes. D'abord, le phénomène de ce que nous n'avons plus fait d'efforts là-dessus. Naguère, un effort a été fait parce qu'on ne vient pas en ville comme ça parce qu'on n'a rien à faire. On venait en ville parce qu'il y avait une raison. On a lutté un peu contre l'exode rural, mais ça n'a pas réussi parce que justement, il y avait beaucoup de pesanteurs. Et un élément qui justifie l'exode des jeunes, c'est que pratiquement nos grandes universités, instituts supérieurs, etc., de bon niveau, c'est dans les villes. Donc, tant qu'on est à l'école primaire et secondaire, on reste encore bien dans le monde rural, mais dès qu'on a eu le diplôme d'État, d'ailleurs, les parents encouragent les jeunes, vous avez eu le diplôme d'État, qu'est-ce que vous attendez ici? Il faut aller à Kinshasa. Donc, il y a aussi ce phénomène. Nous commençons à avoir des établissements dans l'arrière-pays, touchons du bois, que ce soit des établissements qui soient de bon niveau, parce que là aussi, il y a cette marchandisation de l'enseignement qui fait que maintenant, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'argent. C'est l'argent absolument, même si l'enseignement donné n'est pas de niveau, même si l'établissement n'est pas de bon niveau. Mais comme on n'aime pas l'échec et qu'on est capable de payer, donc ce qui compte, c'est de l'aller de l'avant. Donc il y a là beaucoup d'éléments, il faut arriver à faire le lien entre toutes ces choses. Merci beaucoup, professeur. Avant de continuer ces échanges très intéressants, revenir sur la loi de l'effort, l'acceptation de l'échec, on va prendre 2-3 préoccupations dans le public. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Nevid Balabala. Je suis coordonnateur d'une ONG Help Me. Je voulais demander au professeur, prof, est-ce que vous êtes fier de nous laisser ces Congos qui a beaucoup de problèmes, nous étant jeunes? Parce que vous, de votre part, vous avez travaillé. Mais pour nous, nous trouvons que
vous, nos parents, vous avez fait un travail pas vraiment bon. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, étant jeunes, nous trouvons beaucoup de difficultés. Est-ce que vous êtes fiers de nous laisser ces Congos avec cette situation actuelle? Merci. Oui, nous prenons une autre question ou préoccupation. Déborah Nyamungabo, étudiante à l'UPC, ministre de genre à l'UPC. Vous nous avez parlé des 70% de jeunes en chômage. Mais s'il vous plaît, comment ces jeunes trouveront du travail si le vu qu'ils sont dans des entreprises là ne vont pas en retraite? Déjà à 75 ans, tu es encore à l'OGFREM par exemple, tu n'es pas en retraite. Et ce jeune qui vient d'avoir son diplôme de licence, comment il va intégrer l'entreprise? Voilà ma préoccupation. Ok, on va prendre une dernière question. Je m'appelle Mélissa Amissi, présidente d'une fondation, Bomoko, qui lutte contre le cancer. Ma préoccupation s'adresse principalement au professeur Ndayoel, qui a mentionné quelque part le principe de l'échec. Professeur, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'ère de la modernité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, où on a tous les mérites à la télévision, on n'a que des histoires parfaites, des histoires, des combats que l'on résume généralement en 2 secondes, en 30 secondes, est-ce que vous ne pensez pas que toute cette modernité, au fait, efface un peu le principe de l'échec dont vous avez mentionné? Parce que pour faire un peu court, dans les discours des grandes personnalités de votre temps, ils mentionnaient beaucoup plus les échecs qui les ont bâtis et qui a fait qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Pendant que maintenant, on est plus focalisé sur ceux qui brillent et non le fondement. Merci. Je pense que je vois des mains encore. Malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. Ce sera sûrement pour une prochaine fois. Donc, je vais laisser le professeur Ndayoel commencer à répondre. 2 questions lui ont été adressées. La première par rapport aux sentiments que les aînés ont face aux jeunes en leur léguant le pays, disons la conduite du pays. Et l'autre question, c'est par rapport à la loi de l'échec qu'il a mentionnée tout à l'heure, mise à mal par le fait que la société moderne met l'accent plus sur ce qu'on appelle les success stories que l'échec en tant que tel. Bien. Je suis quand même conscient de la douleur qu'il y a dans la première question qui m'a été posée. Est-ce que vous êtes fiers de laisser ce pays, ce que vous nous avez légué? Donc je prends ça positivement en me disant, effectivement, il y a une douleur de nos jeunes et j'assume cette douleur. Mais ceci dit, ne pensez pas qu'il y a eu une époque où il y a eu des cyniques qui se sont rassemblés, qui ont dit « Que faisons-nous de l'avenir ?» Non, surtout, faisons en sorte que tout soit abîmé afin que ceux qui viennent après aient des problèmes. Ça n'a jamais été ça. Nous avons connu une évolution, on ne va pas reprendre, on a eu une colonisation, on a eu une décolonisation difficile, on a eu une post-colonie, comme dirait un de mes collègues, difficile. Eh bien, voilà, ça c'est le lot de notre société. Et ça, il faut l'assumer aussi. Et donc, ce que nous avons à faire maintenant, c'est certainement de construire ce pays. Et nous devons le faire ensemble. Je suis d'accord sur les exemples qui nous sont généralement donnés. Matata parlait de la Corée, on peut parler de la Chine, de l'Afrique du Sud, etc. Singapour, bon. Mais écoutez, c'est le résultat. Mais nous oublions que ce résultat a été précédé de quelque chose. C'est un effort, du travail, de la souffrance.
c'est des populations qui ont fait qu'on arrive à ce résultat. Donc nous avons l'habitude de chercher à passer comme ça du résultat des uns aux autres. Ce que j'appelle voler au secours de la victoire des autres. Non, on ne peut pas voler au secours de la victoire des autres. Chacun de nous, chaque population a sa démarche, sa trajectoire. Si nous estimons que nous sommes en retard, c'est une très bonne conscience. Alors prenons des raccourcis pour arriver au résultat escompté. Prenons des raccourcis. Parce qu'on dit souvent que c'est dans les crises qu'on voit sortir les grands esprits. Alors, nous sommes dans une crise. En principe, nous devons avoir beaucoup de grands esprits parmi nos jeunes. À moins que notre crise soit une fausse crise. C'est comme ça qu'il n'y aurait pas de grands hommes parmi nos jeunes. Donc voilà, c'est pour vous dire que là, les jeunes ont pleinement leur rôle à jouer. Il ne s'agit pas de dire vous avez échoué, vous avez réussi. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé pour ce pays, qui ont donné de leur vie. Je ne vais pas réciter tous les grands noms que nous connaissons tous, comme Lumumba et autres. Donc voilà, nous sommes là dans une trajectoire. Il vous revient maintenant de continuer cette trajectoire. S'agissant de l'échec, effectivement, le mot n'est pas heureux. Ce n'est pas un mot intéressant. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que il faut à certains moments, et c'est un signe de grandeur, d'accepter que là, c'est vrai, j'aurais pu faire mieux. Je n'ai pas pu, maintenant je vais faire en sorte que ça soit mieux. Ou encore, je constate que ce n'est vraiment pas ma voie. Je suis fait plutôt pour telle autre chose, plutôt que cela. Alors, ce genre de discernement, j'aimerais bien retrouver cela souvent sur le terrain, parce que ce n'est pas le cas. Très souvent, c'est considéré comme l'examinateur est certainement coupable parce qu'il m'en veut, parce que ceci et cela, parce que voilà. Alors qu'il y a d'abord à se questionner sur le travail réel qui a été fait. Mais ceci dit, je reconnais, comme je l'ai dit au début, que les jeunes, il y a parmi les jeunes énormément de gens qui font beaucoup d'efforts. Il y en a qui rêvent et qui mènent le bon rêve, parce que le rêve est important. On ne peut pas avancer si on ne rêve pas. Il faut rêver et il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et c'est en cela qu'on peut arriver à décoller individuellement, mais également pour l'ensemble de la société. Madame Riche, vous aviez eu une question en rapport avec comment les jeunes devraient prendre leur place lorsque l'âge de la retraite n'est pas déterminé. Oui, c'est une question à 50 millions de dollars, parce que c'est probablement un des constats d'échec les plus flagrants en RDC. Considérant que même dans la fonction publique, dans l'administration publique, Al aura peut-être les chiffres plus que moi, mais je pense qu'il y a en tout cas bien plus que 50% de personnes qui sont normalement amenées à partir à la retraite et qui sont déjà en âge de retraite, certains d'entre eux, donc sans avoir nécessairement préparé cette relève, comme a dit Madame la ministre du genre de l'UPC. Et c'est un véritable problème. Quand j'introduisais au début, je parlais justement de ces pays qui n'ont pas réussi à mettre en place une stratégie capable d'assurer cette relève. Et ça rentre en ligne de compte justement dans ce que vous dites. Mais maintenant, bon, on a parlé aussi du système éducatif en disant que oui, il faut revoir tout ça. Je pense que ce sont des discussions qui ont déjà été menées en dehors de ce cadre aussi. Mais j'aimais bien ce qu'une des dames, demoiselle, a dit juste après, c'est mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans le présent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on comble ces trous? Comment on avance au fait? Alors,
je me suis un peu inspirée d'un mapping qui avait été fait par l'USAID et le CEPAS, qui ont fait une cartographie justement de la situation des jeunes et de la problématique des jeunes sur le territoire. Et il y a des recommandations qui sont sorties de ce mapping-là, de cette cartographie, qui sont quand même assez qui nous interpellent. Entre autres, le fait qu'on comble le trou. Déjà, OK, on aligne l'éducation au marché de l'emploi, on l'avait déjà dit, mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Parce que ça, c'est à long terme. Alors, il y a aussi des personnes qui cherchent à réfléchir, et souvent, c'est la jeunesse elle-même, quand vous les mettez dans des forums de réflexion, qui donnent aussi des recommandations. Et c'est peut-être vers là qu'on doit commencer à aller, si on veut mettre et capitaliser les intelligences des jeunes. Augmenter la possibilité des jeunes de parler. En réalité, ça aurait été plus... Peut-être il aurait fallu avoir 60% de jeunes autour de cette table et peut-être un vieux et une dame, quoi. Et ce qui ressort souvent de ces réflexions des jeunes eux-mêmes, c'est qu'il faut donc, au-delà du système éducatif et de cloisonner les différents acteurs, il faut plutôt essayer de créer des synergies. Il faut créer des partenariats entre le monde éducatif, le monde privé, c'est-à-dire le monde de l'emploi, et le gouvernement, le monde institutionnel, pour réfléchir comment on coordonne ensemble des programmes qui permettent de pallier à ce qu'on a décrit ici. C'est-à-dire qui permettent aux jeunes, effectivement, peut-être au bout de 2 ans, d'une sorte de formation professionnelle avec stage de qualité et recrutement et méritocratie, tout ce qu'on a entendu les jeunes déplorer ici, peuvent, avec le concours des sociétés demanderesses, justement créer un programme adapté qui permette aux jeunes, à l'issue d'un programme, d'être sûrs de pouvoir intégrer le monde de l'emploi et pas faire les choses au hasard comme on continue trop à le faire, par exemple. Et donc, ne pas oublier, j'ai entendu le mot entrepreneuriat, qu'aujourd'hui, 70%, selon l'Institut national des statistiques, parlent du fait que l'activité est en réalité dans le secteur informel. Donc tout ça sera aussi, je pense, comme vous avez dit, qu'il y aura une émission sur l'emploi, etc. Mais comment on formalise l'informel? Ça aussi, c'est quand même un grand défi. 70% aujourd'hui travaillent dans l'informel parmi ceux qui travaillent, et ils ne sont ni protégés, ni cette sécurité sociale, etc. Mais pourtant, la réalité, elle est celle-là. Comment on relève ce défi? Alors ensuite, il y a aussi, donc, sachant que la plupart dans le secteur informel sont des indépendants, ce qu'on dit donc le petit commerce, etc., que ce soit dans le secteur agricole ou autre, eh ben, il faut aussi réfléchir en ce moment-là que le stage, ce qu'on appelle stage professionnel, c'est pas seulement parce qu'on a été passé 5 ans sur le banc de l'école à l'université, mais le stage professionnel concerne aussi énormément ceux qui font du métier, pour qu'ils puissent augmenter la qualité, et ceux-là vont probablement devenir des entrepreneurs qui, par la suite, vont pouvoir embaucher et employer d'autres. Donc cette synergie et cette dynamique est importante. Et enfin, aussi, on parle souvent de l'infrastructure, dans l'éducation, on entend le gouvernement qui parle souvent de « oui, on va augmenter le nombre d'écoles, on va rapprocher le nombre d'écoles, etc. » Mais la qualité de l'enseignant, le soft là, dans le contenu, on en parle? Peut-être pas trop. On doit quand même aussi accepter qu'il y a un problème de qualité de l'enseignement. Et donc, il faut aussi faire un renforcement de capacité des enseignants eux-mêmes, en fait, en réalité. Y compris, j'ai entendu le secteur santé tout à l'heure, il faut savoir quand même qu'on a parlé des femmes, on a parlé des méritocraties, mais la réalité aussi aujourd'hui est que les femmes, souvent, n'arrivent pas à s'épanouir suffisamment parce qu'on a encore ce problème de planification familiale et d'accouchement précoce. Beaucoup de filles, et je ne veux pas diaboliser le Kasaï oriental, mais les statistiques indiquent que c'est dans cette province-là, par exemple, mais il y en a, c'est général, que les filles entre 15 et 19 ans sortent le plus de l'école et abandonnent. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent mères-filles ou bien qu'on les épouse. C'est quand même un peu culturel, donc on a quand même des efforts à faire. Et enfin, je vais vers le jeune homme qui nous a parlé tout à l'heure d'être dans des ONG. Mais il faut quand même donner la voix aux jeunes dans le sens même de la prise de décision.
c'est trop beau d'essayer de penser à la place des jeunes, ce qui est mieux pour eux. Mais comme on dit, si vous faites les choses pour nous, sans nous, c'est que vous le faites contre nous en réalité. Quand je parlais de la guerre, de marché, des intérêts, et ce n'est pas que les intérêts économiques, mais les intérêts d'existence, eh bien, les jeunes ont leurs droits. On devrait parler, on parle beaucoup de quotas de femmes, et si on parlait de quotas de jeunes dans les instances, par exemple, et si on commençait à parler de quotas de jeunes dans les instances décisionnelles, peut-être qu'on verrait rapidement les jeunes, les vieux dire, hommes comme femmes, oh là là, attention, non, les jeunes doivent rester là où ils sont. Merci beaucoup, Madame Riche. Monsieur Matata. Monsieur Matata, vous avez une question. Je m'intéresse particulièrement à la question, à la préoccupation de son Excellence, Madame la ministre du Genre de l'UPC. Je vais lui proposer une autre grille de lecture. Alors, libre à vous de me considérer comme étant un théoricien, mais je vais faire une grille de lecture théorique. Supposons que toutes les personnes qui sont en âge de la retraite aujourd'hui, à la fonction publique, dans les entreprises publiques, aillent effectivement en retraite et qu'on les remplace de facto par des jeunes, comme vous et moi. Quel est le problème qu'on aura fondamentalement résolu? Aujourd'hui, la BAD nous dit que notre pays a un PIB de 44 milliards de dollars, qui revient à plus ou moins 450 $ par habitant, par tête d'habitant par an, par année. Mais on remplace tout ce monde-là, on n'a pas résolu le vrai problème. Voici ma grille de lecture. Ce que nous devons réclamer, en plus de ce besoin naturel de ce remplacement-là, c'est une véritable réforme institutionnelle dont nous, les jeunes, nous serons à la fois acteurs et bénéficiaires qui vont lever les goulots d'étranglement qui nous empêchent d'innover et d'entreprendre. Les meilleurs étudiants, les meilleurs jeunes de notre société sont attirés systématiquement par la politique, par la sphère politique. Ça, c'est un gros problème de société que nous avons. Parce que pour moi, cette composante d'institutions politiques, elle dévore les richesses. Elle est consommatrice de richesses nationales, consommatrice du budget. Alors que de l'autre côté, il y a l'aspect économique, les institutions économiques, qui, elles, sont par définition créatrices de richesses, mais qui n'attirent pas suffisamment de gens. Donc il y a un problème d'attractivité institutionnelle. Les meilleurs diplômés en droit, ils ne veulent pas faire de cabinet, ils ne veulent pas faire de recherche, ils veulent devenir députés, ils veulent devenir ministres. Les meilleurs médecins veulent devenir députés, ils veulent devenir ministres. Les meilleurs économistes, la même chose. Même les meilleurs agronomes. Mais qui va travailler la terre? Qui va faire les entreprises? Qui va innover? Qui va proposer des... Il y a tellement de problèmes à résoudre dans notre pays que je me dis, et excusez-moi le terme vulgaire, il y a beaucoup de pognon à se faire. Nous devons être demandeurs de réformes institutionnelles qui seraient susceptibles de libérer en nous cette capacité d'entreprendre. Parce qu'il y a tellement de goulots d'étranglement. C'est vrai, aujourd'hui on dit entrepreneuriat des jeunes, c'est vrai, mais il y a une réflexion à faire sur tout ce qui empêche effectivement cet esprit entrepreneurial d'éclore. Il y a des contraintes, des vraies contraintes institutionnelles. Donc il y a des vrais boutons sur lesquels il suffit de toucher pour libérer toutes ces énergies. Pour moi, c'est vers là qu'on doit aller. Parce que le remplacement, comme le disait le professeur Ndayuel, si on considère la jeunesse dans sa définition purement quantitative, comme la charte africaine de la jeunesse nous dit, à 35 ans on est jeune, le remplacement de ces cadres-là qui sont à la retraite, il doit se faire. C'est une certitude mathématique. Ça va arriver. Parce que l'espérance de vie étant ce qu'elle est, au bout d'un moment, je ne suis pas cynique, mais la nature va s'en charger. Ça va arriver. Mais ça ne va pas résoudre le fond de la question. Je pense qu'on doit se porter demandeur de ces réformes institutionnelles. Après, vous direz que c'est théorique. Mais Edgar Morin disait, à force de négliger l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est urgent de demander des réformes qui ne porteront pas nécessairement des fruits dans le court terme, mais qui sont fondamentales pour créer cette société émergente, cette société d'excellence que nous voulons. Peut-être pas pour nous, mais pour les 2-3 générations qui viennent. C'est le sacrifice à faire. Nous avons eu un échange très riche. Il y a énormément de points qui ont été soulevés. C'est à M. Kitenge qu'il va revenir de nous aider à entrevoir cette lueur d'espoir, les points positifs pour la jeunesse congolaise aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une lourde responsabilité, mais je la prends avec plaisir.
La première des choses, et elle est très importante, on arbitre trop sur le court terme. Et on arbitre trop sur l'individuel. Je pense qu'il faudrait que nous mettions la nation congolaise au-dessus de chacun d'entre nous. Et qu'on se projette dans le temps. La dividende démographique n'est dividende que lorsque la démographie en question est compétitive. Lorsque vous regardez la structure éducationnelle chez nous, nous avons besoin de beaucoup d'argent et d'au moins 15 ans pour espérer avoir des indicateurs de performance élevés. Tout ceci nous amène à quelque chose de très simple. La machine que nous avons aujourd'hui est une machine à perdre. Si nous désirons gagner, il faut innover. Innover à tout point de vue. Innover socialement, innover en tant qu'organisation. Comment nous voulons vivre ensemble. Mais ça passe parce que le professeur disait l'effort. Mais l'effort n'est sous-tendu que par une seule chose, la discipline. Il faut constater malheureusement que nous sommes un pays extrêmement indiscipliné et le miroir, c'est la route. Et si nous n'avons pas de discipline, on ne peut pas aller loin. Si nous arbitrons sur le court terme, on ne peut pas aller loin. Si nous arbitrons sur les individus, on ne peut pas aller loin. Et donc, si le collectif peut être supérieur à l'individuel, si le long terme, ça veut dire la planification stratégique, peut être notre nourriture de base, on peut accepter de tirer les leçons du passé, corriger toutes nos faiblesses, mais nous planifier surtout pour la réussite. Je vais terminer par là et je dirais, une machine à fabriquer de la saucisse fabriquera de la saucisse de bien bonne ou mauvaise qualité, mais ce sera de la saucisse. Une machine à fabriquer des smartphones fabriquera des smartphones. Mais il ne faudra pas être ce genre de porteur de smartphone qui n'a de smart sur soi-même que le smartphone lui-même. Nous devons être un peuple intelligent. C'est pour ça que je dis, il est important que notre population se rende compte que la matière première la plus importante, c'est le capital humain. Mais pas en tant que chair, en tant qu'esprit et cerveau. Il est donc important que, comme disait Matata tout à l'heure, nous soyons le pays qui choisit. Le Singapour, la Corée du Sud, à laquelle il a fait allusion, a le meilleur système d'enseignement du monde. C'est connu. Ça veut dire qu'en fait, ces gens ont décidé d'investir là où il fallait. Aujourd'hui, j'ai dit, au lieu d'investir de l'argent dans des briques, qu'on investisse de l'argent dans le système d'enseignement. À côté de ça, il faut investir de l'argent dans le système de santé. Parce que l'homme en bonne santé est intelligent, il est capable de structurer la nation. Avant ça, je ne vois pas où on peut aller, mais je souhaite, et je voudrais justement dire ici, de manière assez claire, qu'il est important que des politiques publiques orientées soient prises avec la participation de tout le monde pour qu'on décide de où on voudrait aller. On ne peut pas faire le bonheur des Congolais sans les Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kitenge. Esprit collectif, long terme, effort, innovation, discipline. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'émission Jeunes pour Jeunes et nous vous remercions chaleureusement pour votre attention.